Donc bienvenue à tous, j'inaugure donc cette deuxième séance qui m'est donnée de vous dispenser à la suite d'Alain Cazenave-Piarot. Donc je vais me faire progressivement au format de la demande. 1h30 c'est un format original pour moi, c'est plus long qu'un cours de lycée mais c'est plus court qu'une séance de l'université avec les étudiants de MEF. Du coup, il faut s'adapter. Alors, nous avons vu la dernière fois les enjeux environnementaux concernant les Pyrénées. Je vous avais dit que c'était une question qui m'intéressait particulièrement et j'avais essayé de vous montrer comment notre massif montagneux était à la croisée des chemins avec une nécessité d'une réflexion assez approfondie si on veut entrer dans ce fameux anthropocène avec un minimum de sérénité régionale, pour peu que ce soit possible, puisqu'on est toujours en interaction avec les problématiques internationales. Alors j'avais dit que les Pyrénées font toujours l'objet d'appétit économique quand même, et d'appétit pour la valorisation de leur environnement. Et nous allons aujourd'hui creuser cette idée avec le tourisme. C'est d'abord un secteur économique, le tourisme, une activité bien sûr humaine, mais qui est justement très représentative de ces appétits économiques persistants dans notre massif. Alors, c'est vrai qu'en comptant, j'avais vu qu'il y avait moins de monde que la dernière fois, alors je m'étais dit que bon... J'avais dû décevoir quelques personnes qui n'étaient pas revenues. Finalement, c'est rassurant. Alors, vous voyez, l'adaptation, c'est un maître mot permanent. Et nous allons questionner ça pour le tourisme. Donc, je disais que c'était une pratique humaine et aussi un secteur économique qui est représentatif de ces appétits dont les Pyrénées font l'objet. Mais le tourisme, c'est plus qu'un secteur économique, c'est aujourd'hui une composante de notre société, de notre monde. C'est même ce que certains chercheurs appellent un fait total de société, tellement il imprègne notre monde contemporain. Après avoir eu très longtemps une mauvaise image auprès des chercheurs, souvent le tourisme s'est associé donc aux vacances, aux loisirs, donc ça n'est pas très sérieux tout ça. Et pourtant si, c'est un objet d'étude plus que sérieux, les loisirs, le tourisme, c'est vraiment un enjeu de notre société. Et les géographes ont eu un peu de mal à s'en emparer. Alors je vais citer quelques grands noms, bien sûr, au cours de cette conférence concernant la géographie du tourisme. Mais ils ne sont pas les seuls, bien sûr, à se questionner là-dessus. Il y a embouteillage des représentants des sciences humaines pour mobiliser des recherches autour de ces questions. On en discutera un petit peu. Alors moi je vais essayer autant que possible d'avoir une approche géographique. Alors je vais commencer de manière un peu scolaire par des définitions, enfin plutôt des rappels de définition. Alors je vous dis tout de suite que je ne vais pas trop, contrairement peut-être à certains géographes qui en ont l'habitude, de revenir dans le passé, faire de la géohistoire et... Bon, je me dis que vous savez peut-être beaucoup plus de choses que moi sur l'histoire du tourisme pyrénéen, que vous avez peut-être déjà eu beaucoup de conférences là-dessus, et j'ai essayé autant que possible d'être sur les années les plus récentes concernant les phénomènes les plus contemporains. Alors vous savez certainement que le mot de tourisme vient de tour, et donc il remonte à peu près 2 siècles, il nous vient de nos chers amis anglais, qui faisait le Grand Tour en Europe. Et ensuite, du mot touriste a dérivé le secteur du tourisme au cours du XIXe siècle.
Alors, il faudra distinguer, là, on se fait un peu plus récent dans les recherches et les statistiques, les touristes des excursionnistes. Un touriste n'est pas un excursionniste. Alors, la distinction se fait surtout en termes de durée, officiellement, pour l'Organisation mondiale du tourisme, qui est un petit peu la référence dans les statistiques internationales, l'OMT, Organisation mondiale du tourisme. Alors pour la France, évidemment, c'est l'INSEE qui publie quasiment toutes les statistiques les plus fiables. Pour l'OMT et l'INSEE, et du coup à la suite pour tous les géographes, un touriste, c'est quelqu'un qui part plus de 24 heures de chez lui, donc qui passe au moins une nuit à l'extérieur de son domicile habituel, c'est-à-dire que les résidents secondaires, bien que sous le vent, ils ne veuillent pas être considérés comme des touristes. Le touriste, c'est toujours l'autre aussi. On discutera un petit peu des représentations, au fur et à mesure, bien que ce soit très sociologique ça. Mais le touriste, c'est celui qui part plus de 24 heures et moins d'un an. Alors, la délimitation est assez arbitraire, vous me direz, dans les deux extrémités, parce que quand vous, je ne sais pas si vous avez l'habitude de randonner peut-être, si vous dormez dans une cabane, vous passez du coup 36 heures ou 48 heures à l'extérieur de chez vous, êtes-vous pour autant davantage un touriste que quelqu'un qui a fait une randonnée à la journée? Bon, la réponse est oui pour les statistiques, mais bon, c'est une question de point de vue, vous me direz. Et ensuite, pour la limite supérieure d'un an, bon, si vous partez 360 jours, quelle est la différence avec quelqu'un qui part 370 jours de son domicile? Vous m'accorderez qu'elle est bien ténue, mais il faut bien arrêter des définitions. Alors, voilà pour le terme lui-même de tourisme. On va voir qu'au niveau statistique, ça pose de grandes difficultés. Je vais beaucoup parler aussi de mise en tourisme. Ça, c'est un processus très étudié par les géographes, les historiens aussi, la mise en tourisme d'un territoire. Donc la mise en tourisme, c'est un concept qui désigne le passage d'un état pré-touristique, en quelque sorte, à un état touristique pour un territoire. Donc ça suppose des aménagements, une modification de l'espace préexistant et donc la création d'un lieu de tourisme. Ces lieux de tourisme, les géographes ont l'habitude de reprendre les travaux de M. Rémy Knafou, qui est considéré en géographie comme le grand spécialiste du sujet du tourisme. Rémy Knafou, qui a fait sa thèse en 1978 sur les stations intégrées des Alpes du Nord françaises, La Plagne, les Arcs, etc. Il intervient encore pas mal dans des colloques, dans des instances. Alors, il soulignait, alors, la dernière fois que je l'ai entendu, qu'il n'y a plus de ministère du tourisme en France, ce qui, de son point de vue, est très paradoxal pour une puissance touristique de la taille de la France. On dit souvent que la France est la première destination touristique mondiale, avec 75 millions de touristes internationaux en 2022. Je vous mets ici quelques rappels de chiffres clés. Comme ça, on pourra situer les Pyrénées par rapport aux statistiques nationales. Et donc, M. Knafou disait qu'il n'y a pas de ministère dédié au tourisme spécifiquement. C'est une sous-question de l'aménagement du territoire ou de l'économie, un vague secrétariat d'État peut-être, ou alors un rattachement au service du Premier ministre. Ça questionne beaucoup parce que dans beaucoup d'autres pays, en Espagne ou ailleurs, il y a des ministères du tourisme. Donc M. Knafou, concernant les lieux touristiques, avait fait des travaux avec une équipe qu'il a appelée le MIT en anglais, mais le MIT en français, MIT, pour mobilité, itinéraire et territoire.
C'est un groupe de recherche qui a existé pendant une bonne vingtaine d'années, dans les années 80, 90, jusqu'aux années 2000 en fait, pardon, ouais, même une trentaine d'années presque, qui a publié pas mal de recherches. Pardon, c'est pas mobilité itinéraire territoire, c'est mobilité itinéraire tourisme évidemment. Excusez-moi. Et ils ont défini donc 4 types de lieux touristiques. Alors, un site touristique, c'est la première étape de la mise en tourisme. Quand des touristes viennent sur un lieu, ça en fait un site touristique où il n'y a pas d'infrastructure d'accueil prévue. C'est en gros la base de la naissance de la mise en tourisme pour un lieu. Donc si ce site se développe et une entreprise ou plusieurs installent des infrastructures d'accueil, alors sans hébergement, mais avec, je ne sais pas, une buvette ou des choses comme ça, on va passer au comptoir touristique. Donc, lieu un petit peu plus élaboré de site touristique que le site touristique. Si tout ceci se développe, on va passer à ce que M. Knafou appelle la station touristique. Donc ça, c'est dans l'imaginaire aujourd'hui, en ces temps de tourisme de masse, la station, c'est le modèle de référence. Et si les services sont plus complets, ou alors si tout cela prend naissance déjà dans une ville préexistante, on peut parler donc de ville touristique, si l'économie est assez diversifiée, ainsi que les services. Donc il y a 4 degrés, 4 niveaux, si vous voulez, de lieux touristiques pour la plupart des géographes, quand on se donne la peine, bien sûr, de faire la distinction. Alors, le tourisme est passé par plusieurs mutations, depuis 200 ans d'histoire à peu près. Aujourd'hui, on en est à un tourisme qu'on va appeler un tourisme de masse, mais le tourisme de masse a déjà une bonne cinquantaine d'années d'histoire, et beaucoup de chercheurs identifient, notamment M. Knafou et les géographes français, le distinguent aujourd'hui d'un tourisme de masse individualisé, c'est-à-dire qu'il s'est complexifié et il renvoie à des aspirations plus diverses en fait. On discutera de ça à propos des Pyrénées justement parce que les Pyrénées sont très très représentatives de l'évolution du tourisme en général, puisque nos Pyrénées ont été parmi les premiers espaces mis en tourisme au monde en fait. On a ne serait-ce que la station de Cauterets est une des plus anciennes stations du monde au niveau touristique en fait. Il n'y a pas beaucoup. Alors en fait, c'est même difficile de savoir à quand remonte l'arrivée de premiers touristes à Cauterets, puisque Marguerite de Navarre potentiellement était une touriste de Cauterets alors que le mot n'existait pas. Et alors aujourd'hui, l'espace pyrénéen est complètement mis en tourisme à l'image du monde entier. M. Knafou dit souvent que le monde touristique est plus étendu que le monde habité. J'en veux pour preuve, là, si c'est le sommet, vraiment le fait sommital de l'Aneto, vous connaissez peut-être, juste avant l'arrivée au sommet, le fameux pas de Mahomet, qu'il faut franchir en posant les mains, et donc il y a un embouteillage ici, lors d'une belle journée ensoleillée, certainement printanière, vu le niveau d'enneigement, et des ascensionnistes attendent leur tour pour passer, et ça fait penser un petit peu à cette photo célèbre de l'Everest qui a défrayé la chronique récemment. J'ai bien aimé l'analogie entre les deux sommets, les deux toits de massif. Alors dans ce contexte de tourisme de plus en plus massif mais aussi complexe, on va se demander, comme je l'ai mis sur la fiche que je vous ai proposée, quelle est la place déjà du tourisme dans les Pyrénées au sein de notre puissance française, au niveau de puissance touristique française. Alors, excusez-moi pour nos amis espagnols, c'est vrai que j'aurais pu inclure dans la problématique aussi les Pyrénées espagnoles. Je vais beaucoup parler quand même, peut-être pas à parts égales, puisque
La perception des données en espagnol, c'est plus compliqué pour moi, mais en plus, les études manquent aussi. Hein. Et donc nous essaierons de voir dans quelle mesure nos montagnes sont représentatives justement de cette complexité des systèmes touristiques d'aujourd'hui. Comment ils ont évolué avec le tourisme dans les années les plus récentes. Alors première partie, quel est le poids du tourisme, des Pyrénées dans le tourisme, et inversement, quel est le poids du tourisme dans les Pyrénées. Alors les Pyrénées ont souvent l'image d'un massif plutôt très touristique, mais on va essayer d'aller au-delà des images, et on constate, si on essaie d'être objectif, que le massif est quand même inégalement mis en tourisme. Et si on est à une échelle relativement large, on constate qu'il a un poids relatif dans les deux grandes puissances touristiques mondiales. Pour le dire plus simplement, finalement, les Pyrénées de leur aire de situation, si on prend une échelle assez large. En voici quelques signes. Alors, c'est vrai, je ne voulais pas trop étirer mon introduction, mais vu que c'est la première carte que je projette, il faut faire une mise au point sur les statistiques. Il est très très difficile en fait de faire une géographie du tourisme. Je vous ai déjà dit que les études de référence sont souvent anciennes, et en fait c'est un peu une gageure d'avoir des chiffres vraiment parlant pour le tourisme, puisque souvent on va se référer à des territoires très clairement délimités, du style les départements, voire les régions. C'est encore pire, puisque les régions sont ultra vastes en France, mais côté espagnol c'est pareil, hein, les communautés autonomes sont très grandes aussi. On n'a pas beaucoup de statistiques côté espagnol concernant les comarques. On peut en avoir peut-être sur les municipios. Alors en France on a les communes, mais aucune délimitation n'est vraiment satisfaisante. Là vous voyez de suite, si on considère un département, on se doute bien que dans les Pyrénées-Orientales ou dans les Pyrénées-Atlantiques, quand on regarde les destinations touristiques des Français, on va mélanger le tourisme de montagne et le tourisme littoral. Vous doutez bien que sur les Pyrénées-Atlantiques, c'est la côte basque qui attire le plus, et sur les Pyrénées-Orientales, c'est Argelès-sur-Mer et toutes les stations alentours qui sont les plus porteuses de tourisme. Alors je vous le dis tout de suite, pendant toute la conférence, je vais essayer de mettre de côté le tourisme littoral. Donc les communes pyrénéennes littorales, du type Banyuls, Argelès ou Urugne, je vais essayer de les éviter, mais vous voyez, sur ce genre de document, on ne peut pas vraiment le faire. Et n'étant pas moi-même chercheur, je n'ai pas pu produire moi-même mes données. Donc on est tributaire de ce premier biais. Il y a un autre gros problème aussi, c'est la définition des types de tourisme auxquels qu'on s'intéresse. Hein. Si on écoute les chercheurs, ils vont souvent parler du tourisme de montagne. Mais par exemple pour la moyenne montagne, jusqu'où va-t-on ? Est-ce qu'on s'arrête du coup aux communes qui sont en zone montagne, mais alors dans ce cas-là, on retrouve des communes qui sont parfois littorales. Et quand vous êtes en Soule, ou quand vous êtes même, je ne sais pas, au-dessus de Lourdes, et on questionnera aussi la place de Lourdes, est-ce que c'est du tourisme de montagne ou pas ? Est-ce qu'on doit inclure le tourisme rural aussi ? La distinction est extrêmement difficile en moyenne montagne, en Ariège par exemple, dans l'Aude, et c'est la même chose côté espagnol aussi. Ensuite, quand on choisit des indicateurs, là j'ai une carte qui donne la répartition des nuitées. Donc ça c'est un indicateur très souvent mobilisé, les nuitées enregistrées donc par les professionnels du tourisme, que ce soit en camping ou en hôtel. C'est très souvent utilisé. Mais le problème c'est que une personne peut passer 30 nuitées dans le même site, dans la même station touristique, et 30 personnes peuvent venir aussi une fois. Donc ça ne dit pas forcément le nombre de visiteurs, ça ne dit pas leur provenance non plus. Donc il y a beaucoup d'indicateurs qui vont manquer dès qu'on fait le choix d'en observer qu'un seul.
Hein, si on regarde ensuite le nombre de visiteurs, là on va s'embrouiller avec la limite excursionniste-touriste. Hein, un excursionniste sera, quand vous dites 3 millions de personnes visitent Lourdes dans l'année. Bon, ben, il y a beaucoup de gens qui viennent la visiter à la journée, qui sont comptés du coup avec les touristes. Quand vous regardez les recettes aussi, c'est extrêmement compliqué. Quand une boutique de souvenirs vend des objets, est-ce qu'elle a la garantie qu'elle le vend forcément à un touriste? Si vous êtes un habitant, après tout, vous avez le droit d'acheter une marmotte qui siffle et un bâton avec une croix basque aussi. Et pourtant, vous serez compté dans les ventes des produits touristiques. Ne parlons pas non plus des emplois. Hein. Les emplois, quand vous êtes en multi-activité, si vous êtes agriculteur et aussi moniteur de ski l'hiver, dans quelle catégorie êtes-vous compté? En général, dans les emplois touristiques, mais vous êtes souvent compté en doublon. Donc voilà, pour la parenthèse statistique, c'est très compliqué d'avoir une objectivité sur le tourisme. Donc ici, on voit bien que, au niveau national quand même, les Pyrénées apparaissent presque en creux en fait. Parce qu'on se doute bien que le 64 et le 66 sont portés par un tourisme littoral qui amène énormément de nuitées. Et finalement, le département le plus touristique des Pyrénées, en tourisme de montagne, entre guillemets pur, ce sera les Hautes-Pyrénées. On le verra souvent. Hein. Bon, il ne brille pas par un record de nuitées, vous voyez, au regard du pourcentage national. Hein. Donc là, plus la couleur est foncée, plus on a un fort pourcentage des nuitées dans le score national. Donc c'est clairement le tourisme littoral hein, qui porte le tourisme français hors de la capitale, hein, parce qu'après le premier territoire touristique, le premier département touristique français, c'est Paris, hein, de très loin. Si on regarde des travaux de géographes, quand même, donc là c'est un géographe donc, qui s'appelle M. Violier, qui était membre du MIT avec M. Knafou aussi. Il a essayé justement de passer au-delà de ces questions territoriales et à partir de ses propres connaissances finalement faire une carte qui délimite des espaces aux contours plus flous dans les Pyrénées. Et donc là on voit bien qu'il considère quand même que la haute montagne des Pyrénées occidentales, mais aussi la haute montagne catalane, française, sont des espaces à fréquentation importante, à très importante, à la fois pour l'été et l'hiver. Donc il considère quand même les Pyrénées de haute montagne comme des espaces très fréquentés du point de vue touristique, avec pour lui une dominante d'une pratique récréative hein, pour le tourisme. Donc évidemment, ça nous fait de suite penser au sport d'hiver dont on va beaucoup parler plus loin. Alors mon diapo a un peu bugué parce que normalement ça ne devait pas se présenter comme ça, mais bon. Si on change encore d'échelle, si on s'intéresse au tour opérateur chinois là. Donc c'était avant la Covid ça. Mais bon, les Chinois sont peut-être appelés à revenir visiter massivement la France. Donc quand les brochures chinoises sont publiées, il y a une géographe qui les a analysées, qui s'appelle Marine Lostis. On s'aperçoit que les Pyrénées existent à peine. Voilà, le touriste chinois, pour lui les Pyrénées c'est un détail. Quelques brochures chinoises évidemment vendent Lourdes et Gavarnie, qu'on retrouve très bien. Donc pour le chinois moyen, les Pyrénées c'est Lourdes et Gavarnie. Alors côté français, je ne sais même pas si côté espagnol, j'ai pas trouvé d'études qui étudient les brochures espagnoles côté chinois, enfin les brochures chinoises côté espagnol, mais ça doit être un petit peu du même acabit. Donc vous voyez, un massif certes avec une présence touristique parfois très importante, mais bon, à relativiser par rapport au reste des pays. Côté espagnol, c'est la même chose, hein, puisque le littoral catalan ou le littoral basque hein, sont aussi très également fréquentés. Alors, les opérateurs chinois nous ont attiré l'attention sur la singularité de Lourdes. Et je reprends donc alors c'est un historien, mais une histoire contemporaine qui a publié récemment
sur le tourisme, Steve Agimon, je vais écrire son nom au tableau, l'expression que je mets entre guillemets. Donc pour lui, Lourdes est un phare et une curiosité dans le paysage touristique pyrénéen, une sorte d'exception, puisqu'on a là affaire vraiment à un tourisme de masse, hein. On a des flux considérables, quels que soient les indicateurs que l'on regarde, des flux qui ont en plus augmenté depuis l'apparition du tourisme à Lourdes, donc à la fin du 19e siècle, jusqu'au début des années 2000. Donc ça a plafonné autour de 3 millions de nuitées au début des années 2000. Il y a eu un pic à l'anniversaire pour les 150 ans des apparitions, dont vous avez peut-être entendu parler, donc de 2008. Et depuis 2008, alors on impute ça souvent à la crise économique, à des raisons diverses, le modèle s'essouffle et les nuitées baissent. Les échos les plus récents font toujours état d'une certaine déception. Vous voyez, le maire, pour l'an dernier, s'est encore plaint que la reprise était insuffisante. On n'était seulement qu'à 1,5 million de nuitées, alors seulement pour l'été. Donc c'est pas pour toute l'année, mais on n'a pas atteint les 3 millions l'an dernier, c'est sûr. La provenance reste assez inchangée. On a toujours beaucoup d'Italiens, d'Espagnols, donc un tourisme assez international et atypique dans les Pyrénées. C'est vrai que les Polonais, les Irlandais qui viennent visiter les Pyrénées, massivement, on les retrouvera à Lourdes. Donc, autre document qui issu de la même source, qui souligne une baisse vraiment de la dynamique touristique à Lourdes, avec le nombre d'hôtels et de chambres qui sont pas en chute libre, mais presque. Donc, ça reste quand même un moteur du tourisme pyrénéen qui en plus essaime tout autour de la région. Souvent, les pèlerins vont aussi visiter Gavarnie dans leur séjour. Souvent, ils vont dans les communes voisines. Alors par contre, un certain géographe doute du fait qu'il faille inclure Lourdes dans le tourisme, et c'est dynamique. Le géographe que je vous citais tout à l'heure et dont je vous montrais la carte n'adhère pas à l'idée que les pèlerinages constituent une modalité du tourisme. Pour lui, c'est autre chose, et on devrait exclure ceci de ses études. Bon, c'est comme quoi ça vous souligne le fait qu'il y a des débats entre les chercheurs aussi, puisque les documents que je tire viennent d'études produites par Madame Clarimont, qui est géographe à l'université de Pau, et qui, elle, considère que ça fait partie du tourisme. C'est même dans le titre de son article. Donc Lourdes, une particularité qui se voit dans beaucoup de statistiques. Là, j'ai réussi à produire des petites cartes avec le moteur de l'INSEE, là. Donc ça vient de l'Institut National de la Statistique. On voit bien, quand on regarde le nombre d'hôtels, Lourdes a longtemps été la deuxième ville hôtelière de France, on l'a souvent dit, derrière Paris. À ma connaissance, c'est toujours le cas. Peut-être que Nice est passé devant récemment, il faudrait que je regarde, mais le nombre d'hôtels, en tout cas, est de manière écrasante dominateur à Lourdes dans la région. Et vous voyez que dès qu'on efface Lourdes, on s'aperçoit qu'il y a déjà, entre le littoral et les Pyrénées, le reste des Pyrénées, une sorte de contraste. Là, c'est un document qui montre le nombre de chambres d'hôtel par étoile. Donc, le haut de gamme est en bleu, le bas de gamme est en vert. On voit qu'il y en a peu, en fait, et le milieu de gamme est en orange. Donc, sur Lourdes, on a surtout du milieu de gamme, apparemment. Et par contre, sur la côte, on a une bonne moitié de 4 ou 5 étoiles. Et on voit bien, par contre, que dans les petits cercles qui concernent les communes pyrénéennes de l'intérieur des montagnes, le orange domine quand même. On a beaucoup de milieux de gamme dans les hôtels, plutôt donc une clientèle relativement modeste en tout cas, pas d'élite, en tout cas, pas de luxe ni d'élite,
Et bon, des cercles, hein, il faut un peu s'écarquiller les yeux pour les voir, hein, par rapport au reste des grandes villes touristiques. Et bien sûr par rapport à Lourdes. Alors, au-delà de Lourdes, oui. Que peut-on dire sur le reste des Pyrénées? Donc, les Pyrénées ont quand même une grande dépendance au tourisme dans leur économie. Hein, donc, si je vous reprends le fil de la première partie, j'avais démontré que bon, le poids des Pyrénées est très relatif, hein, au niveau national dans le tourisme, mais finalement, du point de vue des Pyrénées et des Pyrénéens surtout, le tourisme pèse très lourd dans leur vie quotidienne, dans leur économie. Donc là, il y a beaucoup d'indicateurs qui permettent de le démontrer. Hein. Excusez-moi, je regarde l'heure pour être à peu près... voilà, ouais. Il va falloir que j'accélère un petit peu, ou je me taise. Si on regarde la part de l'emploi, là de suite, on s'aperçoit que les départements pyrénéens, y compris ceux qui sont réputés pour une fréquentation moyenne, hein, comme l'Ariège, ont une part importante de l'emploi touristique dans leur économie locale. Donc là, plus la couleur est rouge, plus la part de l'emploi touristique local est forte. Hein. Donc vous voyez, les départements pyrénéens, alors il y a toujours le même problème avec les départements littoraux, hein, mais si on se focalise sur les Hautes-Pyrénées ou sur l'Ariège, hein, on a bien sûr deux départements parmi les couleurs les plus rouges, hein, du pays. Alors la Haute-Garonne évidemment détonne un petit peu, mais bon, il y a Toulouse dans le département, et en plus la partie pyrénéenne de la Haute-Garonne est assez petite, hein, limitée à la vallée de la Pique et bon, une partie du Piémont du Comminges, quoi. Alors, si on regarde des cartes un peu plus lissées au niveau des nombres de lits touristiques, alors là, ça inclut aussi les résidences secondaires aussi. Hein. On voit que les Pyrénées sont comparables aux autres massifs montagneux comme les Alpes même, hein, et même comme aux littoraux. Hein. On a une région montagneuse qui offre donc un grand taux de lits touristiques. Si on regarde la part des résidences secondaires, là aussi, les Pyrénées, hein, sont un espace où le taux de résidence secondaire est très très élevé. Monsieur Agimon donne un chiffre, hein, que je vais essayer de retrouver, si je l'ai bien noté, c'était 76%, voilà, sur les 600 000 lits touristiques des Pyrénées, 76% sont le fait de résidences secondaires, donc il y a un taux de résidence secondaire dans le tourisme pyrénéen qui est très élevé aussi. Donc tout ça, ce sont des signes qui, cumulés, montrent bien que pour l'économie locale, le tourisme est vraiment quelque chose de déterminant. Et il y a encore la place du ski aussi qui montre cet aspect déterminant, hein, puisque le ski a une très forte valeur ajoutée. On dit souvent que 1 euro dépensé en forfait, hein, c'est 6 euros supplémentaires dépensés par le client. Donc c'est générateur d'une grande richesse pour les territoires concernés. Alors pour des communes peu peuplées, avec peu d'alternatives économiques, c'est vraiment une manne considérable, donc avec une économie qui reste très très dépendante du tourisme. Voilà, j'avais des études régionales que je vais passer un petit peu, sinon ça va être trop long. J'avais essayé d'observer en Occitanie, par exemple, oui, la taille des régions, ça devient un problème pour les géographes. Hein. L'Occitanie, c'est vraiment gigantesque, il y a 2 massifs montagneux. Bon, et c'est vrai que ça me permettait d'aborder le tourisme culturel avec les festivals, hein, qui sont de plus en plus nombreux dans les Pyrénées. Vous connaissez certainement le festival de Gavarnie. Mais au niveau du nombre de personnes qui viennent à ces festivals, finalement, c'est assez modeste aussi par rapport aux festivals sur les littoraux ou en ville, bien sûr, enfin en grande ville comme Toulouse. Donc je passe un petit peu ceci pour arriver à la deuxième partie où on va essayer d'expliquer cet état de fait par les forces et les faiblesses donc, du tourisme pyrénéen dans les dynamiques actuelles. Donc deuxième partie, forces et faiblesses
pyrénéenne dans ce tourisme, dans les tendances actuelles que l'on décrit. Alors, l'ancienneté du tourisme est une force, puisque ça donne une certaine culture touristique au territoire et aux habitants qui, finalement, ont conçu une forme d'adaptation à la réception des flux. Et ils profitent aussi de la situation dans le berceau du tourisme, comme je l'ai dit tout à l'heure. On a un marché touristique très porteur en Europe de l'Ouest est le principal pôle d'émission de flux touristiques du monde. Donc en étant à cheval entre la France, l'Espagne, proche de l'Europe du Nord-Ouest, les Pyrénées ont une chance à saisir, et elles la saisissent globalement du point de vue des acteurs du tourisme. Donc là, quelques exemples de l'ancienneté du tourisme. Vous connaissez peut-être le Grand Hôtel de Font-Romeu, qui avait été monté par la même société que le Grand Hôtel de Super-Bagnères, au-dessus de Luchon, cette reine des Pyrénées qui est née au XIXe siècle. Donc le thermalisme a jeté les bases de cette mise en tourisme au XIXe siècle, et ceci a été repris sans disparaître. Alors, les systèmes touristiques successifs ne disparaissent pas forcément, et souvent ils s'accumulent. Le thermalisme continue d'exister, et Steve Agimon, que j'ai cité tout à l'heure, soulignait que les flux ont augmenté là aussi, un petit peu comme pour le tourisme cultuel à Lourdes, jusqu'aux années 2000. Les flux sont quand même encore assez importants. Donc dans les Pyrénées, il y a une certaine maturité touristique qui s'observe aussi côté espagnol, même si en Espagne, en Andorre, ça a été développé un peu plus tard, plutôt au XXe siècle quand même. La plus ancienne station thermale espagnole, c'est à Panticosa, vous connaissez peut-être. Là aussi, ils se sont bien recyclés quand même, ça fonctionne encore, après une période on va dire, de friche, entre parenthèses, parce que pendant longtemps, le Panticosa était plutôt en ruine quand même, donc ça a été bien réhabilité quand même. Mais il y a donc un atout historique indéniable qui constitue cette force du tourisme pyrénéen. Alors par contre, je vais être beaucoup plus nuancé pour le tourisme hivernal. Bon, ça fait écho à ce que je vous avais dit la dernière fois concernant l'environnement. Est-ce qu'on peut qualifier le tourisme hivernal d'homme malade du tourisme pyrénéen ? La réponse est quand même, du point de vue de la plupart des gens qui font des études prospectives, plutôt oui. Même si, je m'inclus là-dedans, en tant que pratiquant de ski, on a du mal à le reconnaître, souvent. Alors déjà, le tourisme hivernal dans les Pyrénées, du point de vue national, encore une fois, on retrouve le côté modeste. Les Pyrénées n'ont jamais constitué qu'à peu près 8% des parts de marché en journée skieur, vous voyez, dans l'ensemble du ski français. Donc très loin derrière les Alpes et bien sûr les Savoies surtout. Bon, évidemment par rapport aux Vosges c'est beaucoup plus, mais on est à 8%. Donc si on rapporte en termes de gains, si on extrapole les 8%, ce qui est peut-être un peu contestable d'ailleurs, à mon avis c'est un peu moins, j'ai lu que le ski rapportait environ 10 milliards d'euros par an en France, donc on est sur des recettes de l'ordre de 800 millions d'euros. Bon, c'est un ordre de grandeur avec évidemment une fourchette assez large à revoir. Mais j'ai lu dans Le Monde récemment une étude de la Cour des comptes, un rapport de la Cour des comptes qui a été résumé par des journalistes du Monde et qui était très intéressante puisqu'elle analysait la vulnérabilité des stations de ski de l'ensemble des massifs français. Alors évidemment, elle a souligné une grande vulnérabilité pour les stations pyrénéennes. Alors sur cette carte, c'est Peyragudes qui se distingue beaucoup. Ça m'a un petit peu surpris au départ. Alors en fait, leur score de vulnérabilité n'est pas simplement lié au climat. Évidemment, il y a la neige. Si on réfléchit, on aurait envie de se dire que c'est Hautacam ou Couraduc, je ne sais pas, ou Artoust qui sont peut-être les plus vulnérables, ou Issardes peut-être, ou
des stations assez basses, on va dire. Pourquoi Péragudes? Parce que dans leur score de vulnérabilité, ils incluent l'endettement et la viabilité du modèle économique. Alors sur des critères assez nombreux que je serais bien en peine de vous lister dans la totalité. Mais donc, il apparaît que le modèle économique de Péragudes se repose sur un certain nombre de grandes faiblesses. Parce qu'après, au niveau climatique, je vous retranscris le tableau. Vous voyez, c'est dans les colonnes de droite, ils ont mis l'indice climatique et le score de vulnérabilité. Donc, Péragudes est la plus mal classée sur le score de vulnérabilité, à un indice 24. Alors que, vous voyez, la moins vulnérable, c'est Bourdoueil. Bon, ça fait un peu rigoler, effectivement. Mais en fait, on se dit que Bourdoueil, pour tourner, n'a besoin que d'un téléski, ou deux. Donc c'est pas cher, ils n'ont pas eu à s'endetter pour 2 téléskis. Donc bon, s'il neige une fois par an, finalement, c'est pas trop grave. Et si il neige pas, c'est pas trop grave non plus. Tandis que Péragudes a investi des dizaines de millions, avec, je sais pas si vous avez vu le ski-val récemment, là, pour monter de Loudunvielle jusqu'à côté Persourde, là. C'est des investissements colossaux, hein, Loudunvielle. J'ai trouvé du coup dans mes recherches une carte de l'endettement des communes françaises par habitant. Et Loudunvielle est dans les Pyrénées la 6e la plus endettée par habitant, avec 18 000 € de dette par tête. Il y a pire, vous voyez, la plus endettée de toutes, c'est Les Angles. Piongali, c'est pas mal aussi, hein, avec Aranouette, très très endetté. Et donc globalement, les Pyrénées, c'était, je pense pas un secret pour vous, hein, offrent des stations particulièrement endettées, portées à bout de bras par les subventions publiques, hein, et notamment les conseils généraux, hein, qui donnent beaucoup d'argent pour maintenir à flot ce modèle économique. Et c'est vraiment des débats très âpres, hein, dans les conseils municipaux, conseils généraux, pour suivre ces subventions, qui sont à un point critique, hein, pour ne pas surcharger l'endettement des stations et des contribuables surtout. Alors, au niveau de l'indice climatique, hein, là on revient dans quelque chose de plus logique, et on voit que c'est Piongali, la station la moins vulnérable. Bon, c'est assez logique, c'est la plus élevée, mais on est quand même à un indice de 4, alors que bon, dans les Alpes, on atteint des indices de 0, hein, 0 ou 1 pour certaines stations. Bon, c'est sûr que quand vous allez jusqu'à 3500 mètres, c'est pas pareil que les Pyrénées. Mais l'hiver que nous vivons pose encore plus de questions, puisque on a l'impression de toucher du doigt la fermeture possible de pas mal de nos chères stations. Alors, autre signe des difficultés du modèle ski, c'est l'évolution des nuitées, hein, par exemple. Alors là, c'est les nuitées d'hiver dans les espaces touristiques par l'INSEE. Donc pour la saison d'hiver, combien de nuitées ont été relevées dans tel ou tel espace touristique? Alors on voit que ici, ce qui nous concerne, c'est Pyrénées Ski. Depuis 2019, donc on n'a pas retrouvé le niveau, hein, l'hiver 2023, qui était considéré comme assez bon par beaucoup d'acteurs quand même, hein, l'hiver de l'an dernier. Hein, on est quand même à une baisse au-delà de 15% de baisse, hein, du nombre de nuitées. Alors oui, j'ai pas pris le côté Alpes par contre. Ouais, bon, c'est une baisse qu'on retrouve dans pas mal d'autres secteurs, hein, mais vous voyez, sur le littoral, par contre, on a une hausse, hein, entre 2019 et 2023. Il y a une reprise en termes de nuitées. Donc il y a des signes qui ne trompent pas aussi, hein. Il y a quand même d'autres facteurs qui jouent aussi, avec la cherté de la vie, avec l'inflation. Les gens viennent pas forcément aussi nombreux qu'autrefois. Côté espagnol, j'ai trouvé ce graphique intéressant aussi. Alors c'est aussi à prendre avec des pincettes, hein, parce que ça montre une baisse de la pratique individuelle de ski en Espagne. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un recul assez loin, hein, jusque dans les années 90.
Donc ça a été divisé par 6 quand même en 25 ans. 6 fois moins de gens pratiquent le ski en Espagne depuis 25 ans. Ça ne suppose pas quand même que la fréquentation des stations de ski espagnoles baisse, puisque les Espagnols vont chercher maintenant leur clientèle en France, à l'international aussi, et ils misent davantage là-dessus finalement, plus que sur la clientèle de proximité espagnole, qui, selon ce type de document, pratique de moins en moins le ski. Bon, ça doit être aussi à mettre en lien avec les prix des forfaits en Espagne, qui ont vraiment grimpé suite aux investissements qu'ils ont réalisés. Donc un gros point d'interrogation pour le tourisme hivernal, et le tourisme estival, on va voir qu'il par contre bénéficie de pas mal de signes positifs, à tel point qu'on peut se demander s'il n'est pas un des grands gagnants de la Covid, mais ça reprend une tendance un peu plus longue, avec notamment le dynamisme que connaît la randonnée. La randonnée du point de vue de très nombreux acteurs, depuis une dizaine d'années, de plus en plus populaire, et amène de plus en plus de pratiquants en montagne. Alors, premier exemple qui atteste cette idée, l'INSEE nous souligne que dans les Pyrénées, vous voyez, alors il classe ça dans le tourisme rural, mais bon, le tourisme rural dans les Pyrénées a gagné 5% donc dans les campings. Et les campings semblent être dans une dynamique très porteuse, alors non seulement au niveau national, mais aussi dans les Pyrénées. C'est vraiment un secteur touristique qui est très porteur et dont semble bénéficier le tourisme estival pyrénéen. Alors du coup, je me suis intéressé au moteur de l'INSEE pour construire des cartes et voir quelle était la géographie des campings par commune dans les Pyrénées. Donc là, en haut, vous avez le nombre de terrains de camping par commune. Ça nous fait encore ressortir le département du 65, qui... alors là, on ne peut pas vraiment parler de tourisme hivernal, puisque le camping, bon, à part quelques-uns, peut-être, bon, il y a des personnes en camping-car, bien sûr, mais vont-ils en camping l'hiver? Bon, je ne sais pas. Ça nous fait ressortir à nouveau la dichotomie entre littoral et montagne aussi, bien sûr. Les campings d'Argelès, bon, c'est des poids lourds. On a des effectifs autrement plus importants. Et en creux, ça nous fait encore ressortir le désert ariégeois peut-être, et là, au Pays Basque aussi. Bon, il y a un côté plus agricole qui est en concurrence avec le tourisme pour l'emprise de l'espace, sur l'espace. La deuxième carte, c'est le nombre d'emplacements de camping par étoile, donc ça permet de voir le niveau de gamme des campings. Donc on a, comme pour les hôtels dans les Pyrénées, plutôt des campings de milieu de gamme, donc orange, à quelques exceptions près, alors que sur la côte, vous voyez notamment la côte méditerranéenne, on a tendance à s'engager vers le 4-5 étoiles. Bon, ça c'est quelque chose qu'on constate aussi facilement dans les Landes. Un peu moins sur la côte basque, parce que déjà 3 étoiles sur la côte basque, ça doit être relativement cher. Mais dans les Landes, vous n'avez quasiment plus maintenant de camping qui a moins de 4 étoiles. Dans les Pyrénées, c'est pas le cas. On a encore beaucoup donc de 2-3 étoiles, voire du non classé dans certaines communes, et complètement même. Ici, là, on doit être en Vallée d'Or. Peut-être c'est le camping d'Aranouet de Fabian, puisqu'on retrouve le fil de la vallée là, avec Arros, Saint-Lary, Aranouet, je pense. À Gavarnie aussi, on a du vert, donc on a des campings non classés, 1 étoile. Ça devient vraiment rarissime sur les côtes, des campings avec une seule étoile. Donc dans les Pyrénées, il en reste. C'est le côté conservateur peut-être des montagnes pour les choses anciennes. Alors le tourisme estival semble, d'après l'INSEE, avoir une dynamique inverse de celui du tourisme hivernal. Si on regarde la montagne pyrénéenne, enfin inverse, pardon, en tout cas moins négative, le tassement des nuitées est moins fort que du côté du tourisme hivernal. On a quand même une petite baisse, on est à 4 millions de nuitées environ, mais finalement la dynamique se maintient, et les perspectives dont vous parlez avec le dynamisme de la randonnée et des campings peuvent laisser envisager une reprise, en tout cas la plupart des acteurs du tourisme l'espèrent,
On les comprend bien sûr. Puisque de toute façon, les tendances plaident pour le tourisme estival. Hein. Rappelez-vous, au niveau du changement climatique, évidemment, le tourisme estival de montagne sera beaucoup moins affecté que le tourisme hivernal. Bon, l'absence de neige, même si c'est triste pour nos glaciers, pour l'été, finalement, ça va plutôt même être un avantage, hein, puisque il y aura par rapport à la plaine, on aura un espace de fraîcheur, voilà, des ombragés, où il fera quand même un peu moins chaud que dans les basses fournaises des villes de plaine. Et puis voilà, le dynamisme des activités sportives, la variété de ce qui est proposé maintenant l'été, hein, entre le parapente, le trail, le thermoludisme maintenant, le canyoning. Pour le canyon par exemple, autrefois, bon, il y a encore 20 ou 30 ans, j'ai pas le souvenir de propositions de canyoning en vallée d'Ossau. De mon point de vue, pourtant je suis... bon, c'est... le canyoning en vallée d'Ossau, c'est dans de l'eau froide, bon, c'est pas très agréable. Et maintenant, c'est vraiment très porteur. Toutes les rivières ont été aménagées, on voit des câbles et des tyroliennes partout. Bon, est-ce que c'est un signe du réchauffement climatique? Pas forcément, mais il n'y a pas de lien direct. Mais ça ne peut que jouer en leur faveur. Alors, dans la mesure où il y a encore de l'eau. On en est là aussi en Catalogne, je vous le rappelle. Bon, pour l'instant, dans l'ouest des Pyrénées, on semble un peu préservé du manque total d'eau, mais vous avez vu cet été dans le Roussillon, interdiction de remplir les piscines. Et en Catalogne espagnole, alors là c'est, pardon pour le paradoxe ou voir l'oxymore de la Catalogne espagnole, mais là on est à une situation véritablement dramatique. Il y a des atouts aussi qui ne seront pas enlevés par les dynamiques négatives récentes. Hein. Le Tour de France reste aussi par exemple un des facteurs de promotion des Pyrénées, indéniable hein, depuis plus d'un siècle. Vous connaissez le col d'Aubisque certainement, mais qui n'est pas le plus gravi par le Tour, hein, puisque c'est le Tourmalet qui a la palme, et au niveau national. Cette fois-ci, les Pyrénées passent devant les Alpes, hein, pour une statistique. C'est assez rare pour être souligné. Et vous savez déjà que pour 2024, hein, on a de belles étapes prévues, avec évidemment du monde prévu aussi. Et les commerçants seront bien sûr satisfaits. Alors je me suis posé la question à propos d'événements aussi, est-ce que les Jeux Olympiques peuvent insuffler une dynamique concernant les montagnes des Pyrénées? Alors peut-être, hein, la réponse n'est pas encore garantie. Sachez qu'il existe un label Terre de Jeux que les territoires peuvent demander. Alors soit c'est attribué à des communes, comme Font-Romeu, soit à des communautés de communes ou des communautés d'agglomération. Donc de nombreuses communes de France, hein, je n'ai pas compté, mais c'est des centaines hein, de communes de France ont demandé ce label et l'ont obtenu. Alors ça ouvre droit à certaines subventions, alors il y a des obligations de promotion, d'affichage, etc. Donc évidemment, ils espèrent des retombées. Bon, Font-Romeu, avec quasiment une exigence historique, a demandé ce label, bien sûr, sachant évidemment le nombre de sportifs qui sont passés par les sites d'entraînement de cette station. Mais si on regarde, de très nombreuses, alors sachez que Tarbes, hein, par exemple, Lourdes, hein, sont des communes labellisées Terre de Jeux. Elles sont très nombreuses hein, dans les Hautes-Pyrénées. Il y a la communauté d'agglomération de Tarbes hein, dans son entièreté, la communauté de communes des Pyrénées-Vallée des Gaves. Hein. Et alors, l'absent assez significatif hein, de cette labellisation, c'est l'Ariège. Aucun territoire de l'Ariège n'a obtenu, alors je ne sais pas si certains l'ont demandé, mais aucun ne l'a obtenu, que ce soit une commune ou une communauté de communes. Hein. Et autre signe, bon, est-ce que c'est négatif à long terme? C'est difficile de conclure définitivement là-dessus, mais en Ariège, la flamme olympique ne va pas passer non plus. C'est le seul département des Pyrénées où la flamme olympique ne passera pas.
Donc réservez votre journée, voyez, le 19 mai, la flamme traverse les Hautes-Pyrénées, elle va au Cirque de Gavarnie, au pic du Midi Bigorre. Bon, il ne mentionne pas Lourdes, je ne sais pas, et le lendemain, elle est à Pau. Alors je ne l'ai pas mis, mais c'est en avril qu'elle passe dans les Pyrénées-Orientales. Je ne me suis pas renseigné pour Toulouse, mais elle doit forcément y passer. Donc les Jeux Olympiques seront peut-être une autre occasion de faire la promotion des Pyrénées juste après le Tour de France. Et donc un été peut-être porteur, mais bien sûr concurrentiel, puisque tout le monde veut en être. Et il n'y a pas que les Pyrénées sur le coup. Alors j'ai voulu procéder à une démarche vraiment très géographique, là, qu'affectionnent beaucoup de mes collègues. Vous faire une petite typologie, une petite classification des espaces touristiques dans notre massif, en incluant cette fois-ci autant que possible l'Espagne. Alors normalement quand on fait une typologie, on énonce les critères qui ont guidé nos choix au départ. Alors je me suis basé sur quand même le poids du tourisme hivernal et des sports d'hiver en premier lieu. Je vous rappelle que c'est quand même celui qui apporte le plus de retombées économiques. Ensuite le niveau d'équipement et d'aménagement, en termes d'infrastructures d'accueil notamment, hôtels, camping et infrastructures touristiques. La fréquentation bien sûr. Et je rappelle aussi que j'ai exclu volontairement les régions littorales des Pyrénées, pour plus de clarté, sinon ça ferait vraiment encore beaucoup de catégories. Alors, des plus dynamiques vers les moins dynamiques du point de vue tourisme, j'ai classé tout en haut de ma typologie des Pyrénées tendance helvétique, ce qui copiait un petit peu le modèle suisse tourné vers le luxe, mais qui... d'un certain point de vue, sont engagés dans une forme de dérive qu'on peut presque comparer à Dubaï parfois, en exagérant un petit peu, c'est pour ça que j'ai laissé le point d'interrogation quand même, mais il y a quelque chose qui demeure dans la surenchère et dans la fuite en avant, dans ces espaces où on dépense toujours plus pour viser toujours plus de records de fréquentation, de recettes et de construction. Alors dans cette catégorie, il n'y a, selon moi, aucun espace français. Il n'y a que des espaces pyrénéens, espagnols ou andorrans. Le Val d'Aran. Le Val d'Aran est pour moi le modèle de cet espace voué au tourisme de luxe, où ils se sont engagés vraiment dans une montée en gamme depuis une vingtaine d'années. Et je ne sais pas si vous y êtes allé récemment, mais ça produit un contraste très fort quand on prend la route, qu'on passe à Fos par exemple, quand on longe la vallée de la Garonne et on arrive ensuite à Fos à la frontière. Fos est rempli de maisons abandonnées, plus ou moins grises. Le camping a fermé. C'est quand même très forestier, souvent très humide aussi. Et on passe la frontière, on arrive à l'est, avec des toits en ardoise alignés au cordeau, des façades de pierre, et ensuite on arrive à Viella avec des rues aussi toutes refaites à neuf. Les clients de ces espaces roulent tous dans des gros des SUV, oui, merci, je cherchais le mot, manifeste une certaine faculté à sortir la carte de crédit aussi. Donc on a l'impression de... Enfin moi j'ai eu l'impression de vivre, la dernière fois que j'y suis allé, de passer d'un pays sous-développé à un pays riche. Il y a une sorte d'inversion de la frontière, alors que pendant très longtemps, l'Espagne, notamment sous Franco, a été le pays sous-développé où les Français allaient dépenser leur largesse. Et maintenant, c'est presque l'inverse. Alors, sauf que ces Espagnols qui vont au Val d'Aran ne vont pas en France parce que finalement, c'est pas intéressant, quoi. Ils restent au Val d'Aran et c'est bien l'objectif des Aranais, justement. Donc, c'est là qu'on va trouver le plus d'hôtels 5 étoiles dans le Val d'Aran.
On y développe tout un style qui est copié à travers les Pyrénées d'ailleurs. Au niveau architectural, tous les spécialistes du tourisme ont souligné qu'il y a une sorte d'homogénéité quand même dans les villes touristiques pyrénéennes, qu'on voit très bien ici sur cette photographie, avec ce parement en pierre. Bon, l'histoire ne dit pas si elles sont vraiment locales, mais bon, peu importe, du point de vue des investisseurs. Les ardoises non plus d'ailleurs, sont-elles locales? Vu le nombre d'ardoisières qui restent, on peut en douter. Mais toit en ardoise, puis parement de pierre, habillage de bois, ça donne une touche pyrénéenne qu'on retrouve maintenant dans la plupart des stations et villes touristiques du massif. Donc évidemment, leurs tour opérateurs vont multiplier les photos de ce genre en convoquant l'imaginaire de la Suisse, avec de beaux enneigements, du soleil, voilà, des pentes enneigées, de beaux hôtels, avec de quoi accueillir une clientèle qui cherche à se faire cocooner. Donc, sachez que Lionel Messi lui-même a investi dans un hôtel de luxe d'ailleurs, qu'il avait inauguré devant les médias. Voilà, et en plus pour ce Val d'Aran, je me rappelle que l'été, on a juste à côté le parc national d'Aigües-Tortes, qui est des étangs de Saint-Maurice. C'est là que vous allez faire une sortie avec Alain d'ailleurs, peut-être. C'est ce qui me semblait, non? C'est un espace qui tire aussi le tourisme estival local. Ce parc national d'Aigües-Tortes est un des plus fréquentés, alors non seulement des Pyrénées, mais aussi d'Espagne. Alors, la fréquentation est très encadrée par les réglementations, mais en tout cas, c'est quelque chose de très porteur pour le tourisme local. Alors, à part le Val d'Aran, on peut mettre dans cette catégorie aussi la vallée de Bénasque, qui s'approche un petit peu des mêmes caractéristiques, avec une station Serlaire qui est assez immense aussi, une station très élevée qui monte jusqu'à 2600 mètres. Et bien sûr, côté Val d'Aran, c'est la station de Baqueira qui tire le moteur du tout-ski de cette vallée. Avec encore une fois, là, ils viennent d'acheter un nouveau débrayable, ils ont dépassé les 170 km de piste et ils se vendent sur leur site de viser l'objectif de 1 million de skieurs par an. Donc ils étaient à 980 000 l'an dernier, donc ils veulent absolument le dépasser. Vous voyez, ils sont encore dans cette logique des 30 glorieuses finalement, de chiffres. Alors on les comprend, bien sûr, c'est des revenus, c'est de la richesse générée, c'est des emplois. Mais on dirait que les problèmes climatiques n'existent pas et que ils sont effectivement dans cette fameuse fuite en avant. Donc là, je ne sais pas si vous connaissez Bénasque, mais là aussi on a l'impression l'été par exemple une sorte de petite station suisse huppée, avec il y a un lac à côté artificiel, mais où les gens font du canoë et peuvent avoir du bon temps, donc entouré des plus hauts massifs montagneux. On est entre l'Aneto et les Posettes, donc de part et d'autre on a 3000 et quelques mètres. Donc on a une quasi-ambiance alpine, c'est ça qui m'a fait penser à la métaphore suisse. Alors juste en dessous, alors j'inclus l'Andorre dans cette première catégorie, mais je vous rappelle que je ferai une conférence d'ici quelques semaines sur l'Andorre aussi. En dessous, donc les Pyrénées du tout-ski que j'appelle ordinaires, donc c'est des territoires qui vont miser sur l'or blanc également, mais donc depuis plusieurs décennies, mais qui arrivent à un certain essoufflement, alors pour des raisons variées, pas simplement climatiques, on l'a vu, mais aussi pour des questions d'investissement et d'endettement. Donc dans cette catégorie, on va évidemment mettre les Hautes-Pyrénées, la vallée de la Pique. Donc ça c'est Peyragudes, côté Agudes, vous reconnaissez peut-être. On a du mal à reconnaître quand on est allé skier là-bas. On a du mal à s'imaginer que d'habitude c'est tout blanc partout et que on n'est pas forcément obligé de suivre la piste, dont je ne me souviens plus du nom, mais que là du coup on délimite très bien. Donc ça c'est une photo tirée de la webcam il y a quelques jours à peine, puisque c'était comme ça avant les timides chutes de neige qui ont eu lieu ces jours-ci, parce que ça n'a
pas fondamentalement changer la donne, je pense, et il suffirait qu'il fasse un peu chaud pour que ça reparte à nouveau, hein. Donc dans ces espaces auxquels on peut ajuster aussi côté espagnol, quand même il y a des vallées, hein, qui sont un petit peu dans la même dynamique, hein, qui ont essayé de suivre les locomotives de type Baquera et Serler sans forcément y arriver, hein. Je pense à la vallée de Formigal, la vallée de Tegna, la vallée de Canfranc aussi. C'est typiquement aussi des vallées, que ce soit côté français ou côté espagnol, où des projets sont arrêtés ou échouent. Hein, je crois que je vous avais parlé la dernière fois du rejet de la connexion Cauterets-Luz. Il y a la liaison Artoust-Gourette qui n'aura certainement jamais lieu, mais côté espagnol aussi, ils ont tenté de monter la liaison Astun-Formigal. Là aussi, ils semblent avoir laissé tomber. Et ils n'ont jamais réussi non plus à développer de stations autour de Bielsa, où ils s'en remettent donc à Pyongyali, qui elle aussi a dû renoncer à une extension qui était quasiment faite pour les Espagnols à la sortie du tunnel de Bielsa. Donc c'est des Pyrénées où on a quand même un très important poids du ski qui fonctionne encore à peu près, mais qui atteint ses limites et qui n'est pas porté par cette dynamique massive d'investissement que connaît le Val d'Aran notamment. Alors il faut dire que le Val d'Aran, c'est vrai, j'en ai pas parlé du tout, mais c'est vrai que au niveau national, il bénéficie d'une place atypique. C'est vrai que les Espagnols n'ont pas les Alpes, donc ils peuvent projeter les investissements que l'État va faire en France dans les Alpes, dans les Pyrénées centrales espagnoles, hein. En gros, c'est leur Chamonix ou leur Alpe d'Huez, c'est Benasque et Baquera. Donc c'est vrai que il y a un point de vue relativement différent des deux côtés des Pyrénées. Donc vous connaissez bien sûr Canfranc, j'en ai parlé tout à l'heure. On investit beaucoup, mais là aussi on bute sur une autre contrainte, c'est l'entente politique entre les deux versants. Et les Espagnols ont investi des millions qui pour l'instant ne trouvent pas leur symétrique en face, puisqu'ils espèrent de tout cœur évidemment que cet hôtel bénéficie de nouveaux flux ferroviaires venant de France. Bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Est-ce qu'il tourne avec la clientèle? Je ne sais pas, je n'ai pas lu d'études récentes. Mais à long terme, c'est un sacré pari quand même de relancer ce genre de structure. Alors la saison estivale dans ces espaces, hein, du tout ski ordinaire est relativement dynamique, hein, portée par la randonnée, hein, comme je l'ai souligné tout à l'heure, notamment, et des activités d'été. On a quand même des hôtels relativement luxueux qui s'y installent aussi quand c'est possible, hein, quand il y a les investissements nécessaires, hein. On n'est pas dans le 5 étoiles, mais souvent dans le 3, voire 4 étoiles, comme ici à Saint-Lary, vous connaissez peut-être. Mais c'est des lieux aussi où on a beaucoup de lits froids. Alors ça, c'est pas simplement lié c'est pas typique des Pyrénées, hein, il y en a beaucoup dans les Alpes aussi, mais dans le Val d'Aran, en Andorre, il y en aura beaucoup moins. Alors que dans ces espaces du tout ski ordinaire, on va trouver beaucoup de lits, donc de résidences non occupées, alors parfois un peu rénovées comme au Pla-d'Adé, il y a eu un effort de réhabilitation, mais il y a énormément de résidences fermées, alors surtout l'été bien sûr, mais même l'hiver, hein, beaucoup d'appartements qui ne sont occupés qu'à peine quelques jours par saison. Et alors avec l'enneigement qu'il y a, on se doute que ça va certainement s'aggraver. Mais sans ce point de lit froid, on le retrouve partout, hein. Bon, j'ai pris une photo du Pla-d'Adé, mais j'aurais pu prendre la même à Artoust ou même à Gourette ou ailleurs, hein. Alors ensuite, si on descend dans les fréquentations, il y a des Pyrénées donc, que j'appelle hors ski, et je vais distinguer les Pyrénées hors ski françaises, qui n'ont pas tout à fait les mêmes dynamiques que les Pyrénées hors ski, ce sera donc la 4e catégorie espagnole. Ces Pyrénées hors ski françaises, bon, s'approchent de ce qu'on peut appeler un tourisme rural ou alors un tourisme de moyenne montagne. Elles ont une vulnérabilité relativement faible, hein, économiquement, et elles ont tout intérêt à jouer sur le tourisme estival. Alors l'enjeu aussi pour beaucoup de ces stations, mais comme les précédentes, hein, c'est un mot assez difficile à prononcer, hein, c'est la
Saisonnalisation. Est-ce que je l'ai écrit sans faute? Désaisonnalisation, je crois. Un terme barbare, souvent employé par les politiques intéressés au tourisme et aussi par les acteurs du tourisme, parce que c'est une vraie question pour eux. On parle tout le temps d'été, d'hiver, et donc il y a un entre-deux. Parfois, quand il n'y a que l'été, c'est très très long d'un été à l'autre. Donc il y a un enjeu à travailler, et les Pyrénées ont des atouts pour essayer et notamment ces espaces hors ski, pour inviter des touristes à venir toute l'année, l'hiver bien sûr, le printemps et les vacances de la Toussaint qui ressemblent de plus en plus à un petit été maintenant, un petit été indien relativement sympathique du point de vue du tourisme. Donc voilà l'exemple d'un camping en plein développement en Ariège. On trouve, vous voyez, du 4 étoiles désormais en Ariège, sur le modèle des campings de littoral, avec, bon, ce qu'on peut voir aussi à côté d'Argelès, Gazos, ça fait penser un peu à ça. Mais c'est donc des choses très porteuses au niveau local. Ces Pyrénées peuvent bénéficier aussi donc des randonnées, capter les flux, croissants quand même, des chemins de Saint-Jacques par exemple quand ils passent, ou bien sûr du GR10 avec ses multiples variantes et des autres GR. Il y a tout un tas de GR qui sillonnent les massifs. Côté espagnol, il y a aussi le GR11 qui permet de traverser. Donc c'est des opportunités à prendre, et évidemment dans le contexte d'un pays tout entier, c'est vraiment des recettes anecdotiques, mais sur une commune, sur une communauté de communes, c'est pas négligeable du tout, et ça peut générer des emplois là où parfois il n'y en avait pas du tout. Alors concernant les Pyrénées espagnoles, ce qui les distingue finalement, c'est surtout le problème de l'eau que j'avais déjà évoqué par rapport aux Pyrénées françaises hors ski. Ces Pyrénées hors ski espagnoles ont longtemps misé sur le canyoning depuis plusieurs décennies. Vous avez des massifs comme la Sierra de Guara, la Sierra de Montsec qui est prise en photo ici. C'est Montsec, un espace de canyoning relativement réputé. Vous avez des espaces de montagne un peu plus élevés aussi, comme le Palars, qui se trouve donc entre le Val d'Aran et l'Andorre, où là aussi on a beaucoup de lacs quand même, mais très peu d'infrastructures d'accueil touristique encore. C'est des régions relativement sauvages encore, avec tous les guillemets qu'il faut mettre autour du terme de sauvage, comme je vous l'avais montré dans la première conférence. Donc les massifs sont assez nombreux, parce que vous avez la Sierra del Cadí, vous avez tout ce qu'on peut trouver en Navarre, dans les hautes vallées de l'Aragon où il n'y a pas de station de ski. Et donc là, l'enjeu bien sûr, c'est l'alimentation en eau des éventuels campings, les activités nautiques que vont rechercher les estivants, puisque c'est des régions où quand même il fait extrêmement chaud l'été, donc si vous n'avez pas d'eau, ça devient assez rude comme destination, en attendant peut-être le vrai désert. Alors j'ai pas inclus le désert des Bardeñas dans ma réflexion. C'est un petit peu à la limite de l'espace pyrénéen, quoique géologiquement c'est pyrénéen. Mais bon, on n'est pas encore dans le désert, mais peut-être qu'il y aura un jour un désert catalan. Nous l'espérons peut-être pas trop vite pour les habitants. Voilà donc cette tentative de typologie, je ne sais pas si elle est très convaincante, mais ça fait 4 catégories d'espaces. Alors évidemment, il faut terminer par un questionnement sur, vous l'avez vu dans le plan, la durabilité. Ce tourisme durable, alors, est-ce qu'il peut exister dans les Pyrénées ? Et c'est quelque chose qu'on va entendre dans quasiment tous les discours politiques, même dans les discours des acteurs économiques aussi, la nécessité de bâtir un tourisme durable. Alors je vous rappelle que le tourisme durable, c'est un serpent de mer que, même si on est en montagne, qui existe depuis une bonne trentaine d'années.
la charte du tourisme durable, elle a été signée en 1995 aux îles Canaries. Et d'après tous les observateurs, bon, le tourisme durable n'est toujours pas mis en œuvre. M. Knafou souligne de toute façon qu'il y a une sorte d'oxymore à parler de tourisme durable. Le tourisme peut-il être vraiment durable? Il y a beaucoup de réponses qui peuvent faire penser que non. Alors, première interrogation, si on réfléchit à la durabilité, est-ce qu'il y a du surtourisme dans les Pyrénées? Alors pour les chercheurs, sachez que le surtourisme est un ovni qui, au niveau lexique, n'est pas du tout utilisé. C'est trop relatif et c'est un terme trop commercial. C'est même un terme marketing en fait, le surtourisme, qui aux États-Unis a été enregistré comme marque déposée par une entreprise depuis une bonne dizaine d'années, Overtourism, pour les Américains. Et donc pour la plupart des scientifiques, le surtourisme, ça n'existe pas, en fait. Et c'est un argument marketing, en fait, qui permet de vendre plus cher des séjours sous la rubrique venez éviter les espaces où il ne faut pas aller. Vous avez peut-être déjà vu dans les brochures les 10 lieux à ne pas voir cet été, ou les 10 choses à ne pas faire, ou les 10 lieux à éviter. Alors pourtant, quand on cherche du surtourisme dans les médias et Pyrénées, on trouve très vite des allusions à Gavarnie. Alors évidemment, à Gavarnie, on peut se trouver, si vous venez un dimanche du mois d'août, face à des flux assez difficiles à supporter. Mais est-ce du surtourisme? Celui qui vit dans le 65 sait très bien qu'au mois d'août, Gavarnie sera des allures de Champs-Élysées un samedi après-midi de décembre. C'est assez logique. Et la maire de Gavarnie, que je citais en introduction, dit bien que pour elle, il n'y a pas de surtourisme. Il y a 10 journées dans l'année où il y a peut-être beaucoup de fréquentation. Mais il est hors de question d'adapter l'ensemble de la commune en fonction de ces 10 journées. Il faudrait faire des investissements beaucoup trop importants. Et donc on prend quand même quelques mesures. On interdit l'accès aux non-résidents. On met en place un parking payant pour financer les infrastructures de la commune. Mais le surtourisme, c'est un terme médiatique que même les élus, quand ils sont bien renseignés, n'utilisent pas non plus, et dont ils ont pu éprouver toute la relativité. Oui, j'en ai trouvé du coup des sites dont je vous parlais là, avec l'exploitation commerciale et marketing du surtourisme. On vous fait une liste là de 10 stations encore préservées. Sous-entendu, les 10 stations où vous pourrez fuir les cohues. En fait, c'est ce que M. Knafou appelle le marché de la distinction. On vous vend la possibilité de ne pas faire comme les autres. Souvent, être touriste, c'est savoir se distinguer de l'autre. Et arriver jusqu'à oublier qu'on est soi-même un touriste. Le touriste, je vous rappelle, c'est toujours l'autre. Et on trouve dans cette liste Gavarnie. Gavarnie est une station préservée. Alors c'est tout à fait paradoxal avec l'article. Alors on n'est pas sur la même saison, puisque là on est sur l'hiver, et finalement ça retrouve un peu de pertinence. Mais on vous met en face le prix, 700 € pour la semaine à 2 adultes. Bon, sans vous dire qu'il y a certainement un lien avec le fait que vous avez cherché quelque chose, et du coup on va vous penser prêt à payer plus cher. On va vous vendre un argument marketing. Voilà, le fait de se distinguer et surtout le fait de croire que vous êtes à l'abri de certains désagréments, ça légitime votre capacité à payer un peu plus cher. Alors au-delà de ces débats sur le surtourisme, est-ce qu'il peut y avoir une transition touristique dans les Pyrénées? Bon, elle est en cours, ça c'est sûr, mais comme partout. Et je vais passer un peu plus vite, alors déjà parce que le temps touche quasiment à sa fin, mais
en fait, elle est conflictuelle, cette transition. Et on retrouve, en fait, moi, ça m'a fait penser, en réfléchissant là-dessus, au conflit qu'il y a avec les agriculteurs. Tout le monde sait qu'il y a plein de problèmes, en fait. Tout le monde sait qu'il faudrait changer pas mal de choses. Mais personne n'est d'accord sur la façon de ce qu'il faudrait faire. Tout le monde va tenir des discours assez faciles à monter, à construire, mais une fois qu'il faut choisir les dépenses et choisir ce à quoi il faut renoncer surtout, personne n'ose s'engager, et donc on va retrouver tout plein de paradoxes dans les constats, dans les actions entreprises. Alors au moment où on constate les difficultés d'enneigement, on a le patron de la société exploitant Saint-Lary qui se réjouit d'une excellente saison, donc pour lui tout va bien, pourquoi faudrait-il changer quelque chose? Et la plupart des habitants, c'est légitime, de Saint-Lary sont d'accord avec lui, puisque ça génère de l'argent, ça les fait vivre, il y a de l'emploi. Si vous arrivez en leur disant, bon ben là il y a un problème d'environnement, il faut arrêter et fermer la station, bon, vous comprenez bien qu'eux aussi vont prendre des bottes de foin et ils vont vous les lancer sur la tête. C'est assez logique. Pardon. Voilà, des boules de neige, oui, pardon. Donc, beaucoup de géographes constatent une forme d'impasse, si vous voulez, des tensions réelles dans la plupart des débats sur les schémas d'aménagement, sur les découpages territoriaux, sur les investissements qui sont entrepris. Bref, tout le monde mobilise le bon sens, en fait, mais personne ne se met d'accord sur le sens du bon, en fait. Alors là, je reviens encore à Canfranc, mais vous allez croire que je fais de la propagande en faveur du Créloc. Donc je vais passer à la proposition de M. Knafou, mais qui serait peut-être difficilement recevable pour beaucoup d'acteurs de terrain. M. Knafou serait perçu comme un intellectuel, puisqu'il est chercheur en géographie, et il invite à ce qu'on appelle un tourisme réflexif. Alors, pour lui, le tourisme réflexif, c'est d'abord le fait du touriste lui-même qui doit réfléchir à sa pratique et réfléchir à ce qu'il fait, avoir une certaine conscience du monde qu'il habite. Alors non seulement quand il vit chez lui, mais aussi quand il habite en tant que touriste. Alors pour M. Knafou, un tourisme réflexif, déjà, ce serait celui qui incite à l'arrêt de la construction de nouveaux lits touristiques. Pour M. Knafou, il faudrait se satisfaire de l'existant. On a déjà suffisamment d'infrastructures et déjà trop de lits froids qui se multiplient, donc il faudrait arrêter les nouveaux projets immobiliers. Alors ça aussi, ça paraît quelque chose de l'ordre du bon sens, mais si vous parcourez les Pyrénées, vous avez certainement vu des immeubles en construction, des grues et des opérateurs qui ont lancé des entreprises. Alors j'ai pris l'exemple de ce qu'il ne faut certainement pas faire. Vous connaissez peut-être dans le virage d'Espiob pour monter au Pla d'Adé. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, il y a une résidence qui est complètement à l'abandon avec des toits qui tombent en lambeaux, qui n'a pas l'air très très vieille, je crois qu'elle n'a qu'une dizaine d'années, et qui n'est jamais occupée, qui l'hiver est sans cesse à l'ombre. Alors je ne sais pas trop, j'ai pas vraiment enquêté ce qu'il y a là-dessous, mais bon, on a vraiment l'exemple de ce qu'il ne faut certainement pas faire, ne serait-ce que du point de vue du gaspillage des ressources, puisqu'on a une bonne dizaine d'immeubles, donc complètement froids, et même laissés à l'abandon, avant même d'avoir été vraiment occupés. Ensuite, pour M. Knafou, la deuxième proposition d'un tourisme réflexif, c'est réfléchir aux moyens d'accès, à des moyens d'accès plus sobres. Comment le touriste vient-il faire du tourisme? Alors pour l'instant, les Pyrénées sont très dépendantes à l'automobile. Et alors quand on va au tourisme international, là on retombe dans le travers du gaz carbonique et des gaz à effet de serre aussi. Alors, sans retomber dans la propagande du Créloc, pour développer l'offre de train, il faudrait réfléchir à des alternatives à la voiture, mais qui y est vraiment prêt également, qui est prêt à renoncer à sa propre voiture,
C'est vrai qu'on utilise tous ce parking du pont d'Espagne à Cauterets sans se faire la remarque qu'il est en plein cœur du parc national. Si vous cueillez une fleur sur ce parking, vous pouvez avoir théoriquement une amende de la part d'un garde. Et pourtant, il est bétonné sur plus d'1 km² avec du goudron qui a pollué pour des décennies et complètement transformé le sol de cet espace censé être vulnérable et absolument à préserver. Alors, de manière générale, les chercheurs dans le tourisme soulignent le décalage qu'il y a entre les représentations qu'ont les touristes de leurs pratiques et ce qu'ils font. Monsieur Knafou parlait du tourisme de la dernière chance aussi, pour ceux qui vont observer des phénomènes dont ils savent qu'ils vont disparaître. Et en même temps, quand ils le font, ils contribuent à leur disparition. Quand vous allez observer les derniers ours blancs, vous prenez l'avion, vous prenez la moto-neige, vous faites de la dameuse pour être à l'abri de l'assaut des ours blancs, et en même temps, finalement, vous contribuez à la dégradation de l'environnement, perturbez l'espace de vie des ours. Dans les Pyrénées, le tourisme de la dernière chance, ce serait peut-être d'aller voir justement le glacier du Vignemale avant qu'il ne disparaisse, ou même quand je fais du ski, moi, est-ce que je ne fais pas du tourisme de la dernière chance? Je me dis que bon, j'en profite tant que c'est encore possible, et j'adhère à la logique après moi le déluge. De toute façon, je l'ai fait. Mes enfants ne le feront peut-être pas, mais c'est comme ça. Donc, la dernière proposition de M. Knafou, c'est de protéger davantage les espaces menacés. Donc, ça faisait écho à ce parc national. Donc voilà, pour conclure, sans rester sur ces interrogations trop pessimistes, j'aimerais terminer par l'optimisme, au contraire, des acteurs du tourisme, qui, pour les Pyrénées, voient vraiment un moment très favorable pour Vincent Fonvieille, notamment, qui est le président de la Balaguère, qu'il a été, je crois qu'il ne l'est plus désormais. Pour lui, il y a de beaux jours pour les Pyrénées. Ça fait plus d'une dizaine d'années qu'il répète ça, notamment grâce à la randonnée. Bon. On retrouve aussi, par exemple, dans des acteurs institutionnels, le président du comité régional du tourisme à Toulouse, lui aussi, tient exactement les mêmes propos. Les années Pyrénées sont devant nous. Pour eux, les Pyrénées ont une chance à saisir. On sait bien que le ski a une dynamique plutôt baissière, mais les Pyrénées correspondent à une attente du public avec cette proposition de multi-activité, ce retour à la nature qu'attendent beaucoup de citadins, cette authenticité, ces paysages qui sont porteurs et qui répondent à des attentes sociales. L'après-Covid l'a assez bien montré, et d'où le dynamisme du tourisme estival. Donc je pense qu'on peut partager et retenir cet optimisme de beaucoup d'acteurs du tourisme pour nos montagnes. Merci de votre attention. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.